Donc, l'association Alcodef, c'est une association qui a été créée il y a maintenant une année, qui promeut l'entrepreneuriat et le développement durable au sein de l'océan Indien, et là particulièrement au sein des Comores. Que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour des personnes plus aguerries au niveau entrepreneurial, ou encore des salariés qui souhaitent créer leur entreprise, ou encore des étudiants qui ont des projets, qui ne savent pas encore ou qui ont quand même un projet avec un cahier des charges bien établi et qui souhaitent quand même avoir beaucoup plus d'informations sur le secteur de l'entrepreneuriat. Alors le débat là qu'on va initier dans quelques instants, en fait, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Et comme intervenante, alors on a mademoiselle Iboura Nze Mariama de la maison Jahazi. Alors Mariama, est-ce que tu es dans le coin? Alors, si elle n'est pas dans le coin, il y a sans doute quelqu'un qui la connaît qui pourra aller la chercher, s'il vous plaît. Nous avons également Zalifa Youssouf, la directrice de l'agence de voyage Oulanga. Je sais qu'elle n'est pas loin. S'il vous plaît, encouragez-la. Je ne savais pas qu'on était aussi timide dans la communauté, les applaudissements. Alors, heureusement qu'il y en a quand même quelques-uns qui... Ismaël, Izari, il est dedans? Comment? Izari. Izari, non, il n'est pas dedans. Ah, justement, il est dedans parce qu'il avait pris un de Sakina. Izari viendra. On présente d'abord l'entrepreneuriat au féminin. Alors, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que cette manifestation, elle est parrainée par l'une des plus grandes de la communauté, à savoir Sakina Msa, qui nous dira un petit mot tout à l'heure. Donc là, nous avons Mariama, s'il vous plaît, applaudissements. Nous avons également Bifeni Saïd Youssouf, qui est la leader du mouvement citoyen féministe Oufahari Wakom. Alors, celle qui a la légitimité d'animer ce débat, en fait, c'est Ejda Mohamed, parce que l'économie, c'est son domaine. Donc, c'est elle qui saura vraiment poser les questions les plus pertinentes et animer ce débat. Et Anazad Amjad, sociologue en développement personnel. Voilà, s'il vous plaît, Anazad aussi, applaudissements. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, en fait, c'est l'action de... Comment on pourrait traduire ça, l'entrepreneuriat? Non, t'inquiète pas, je peux pas l'oublier. On l'oubliera pas, et il t'en voudra pas. Donc déjà, ouais, entreprendre. Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? Entreprendre, c'est avoir un projet qui est vecteur de création de valeur, mais aussi d'économie, de développement. C'est tout ça. C'est pour ça que, quand je disais qu'elle avait la légitimité de répondre aux questions, voilà, je vous donne le micro quand je vois que c'est un peu compliqué. Alors, l'entrepreneuriat féminin, alors, déjà par rapport aux Comores, le cas des Comores, là, on est au sein de la diaspora, mais par rapport aux Comores, on se rend compte que énormément de femmes, si ce n'est même, c'est peut-être même plus les femmes aux Comores qui entreprennent, plus que les hommes. Alors, ceux qui entreprennent, ou du moins qui ont des commerces aux Comores, quand on regarde bien, c'est souvent des familles comoriennes, peut-être d'ascendance arabe, yéménite, omanaise, indienne, mais pas seulement. Et peut-être pourquoi les femmes, alors ça c'est plus, il y a peut-être plus les réponses d'ordre sociologique, où là peut-être Amazon pourra répondre à ça, mais les terrains aux Comores, c'est les femmes qui les possèdent, en grande majorité. Et c'est ce qui peut peut-être aussi expliquer que les femmes qui ne sont pas dans l'espace public, donc un espace qui est plutôt occupé par les hommes, bah, les femmes on les voit plus au champ et on les voit plus au marché. Mais petit à petit, on commence à avoir des hommes qui commencent aujourd'hui à entreprendre, même si par exemple ils ne sont pas issus d'un milieu d'agriculteurs aujourd'hui, ben, ils se lancent dans l'agriculture. Même si la pêche, c'est pas du tout leur domaine, aujourd'hui ils se lancent dans la pêche, on voit quand même quelque chose qui est en train de changer. Et encore plus au sein de cette communauté comorienne à l'étranger, particulièrement en France, où on voit des mouvements émerger. Il y a un groupe de jeunes femmes, par exemple, qui organise depuis 2 ans un événement majeur autour de l'entrepreneuriat qui s'appelle Fessenco. On voit des restaurants qui s'ouvrent aussi. Alors
c'est les jeunes hommes et les jeunes femmes qui mutualisent leurs forces. Donc on voit quand même quelque chose qui est en train de changer au sein de cette communauté. Mais je vais quand même appeler Izzy parce que j'ai pas envie qu'on me tape sur les doigts. Alors Izzy, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Alors Izzy, c'est l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi? Parce qu'en fait sa sœur, il va dire qui elle est et ce qu'elle fait. Et après je donnerai le micro à mademoiselle. Bonsoir à tous, bonjour même. Donc voilà, donc je travaille avec Sakina Elsa qui est créatrice de mode. Et moi je suis, on va dire, son bras droit. Je gère tout ce qui est partie business. Et du coup je connais très bien travailler avec une femme. Parce qu'entreprendre c'est très compliqué, le jour et tout. Donc voilà, donc je suis là avec vous pour vous dire bravo les femmes aussi. Bravo, travailler d'entreprendre c'est très compliqué. Être une femme c'est compliqué aussi. Et c'est très courageuse. Et ma soeur est courageuse. Et Sakina Elsa a fait une vidéo. Normalement, Ismaël, est-ce qu'on a une petite vidéo ou pas, Sakina, pour parler? Je vais fermer les yeux, je vais faire un peu très 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 fort. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Attention aux têtes, hein. Ah, ça va jusqu'à là, non? Ça va jusqu'ici, je crois. On va voir. En 1789, on a coupé des têtes. En 2019. Ah, ça va. Du coup, là, on a posé des questions, elle va répondre aux questions, qu'est-ce qu'il y a à comprendre au féminin. Et la culture. Voilà, on va voir ça tout de suite. Merci Ismaël. Pourquoi tu m'as oublié, toi? Parce que t'es pas une fille. Va ça. On va parler des femmes aussi. Derrière une grande femme, il y a des hommes aussi. Faut pas oublier ça aussi. Ah. Ok, on va voir le film. Et on revient au débat. L'entrepreneuriat féminin, c'est d'abord une autre manière de voir le monde, de voir un business plan, de voir un business model, parce que j'ai beaucoup trouvé beaucoup de bienveillance, énormément chez les femmes, ce qui ne veut pas dire que les hommes ne sont pas bienveillants, mais je voulais juste vous sensibiliser sur une chose, sur l'importance de ces femmes qui savent garder un foyer, et je pense qu'on a de plus en plus de femmes au niveau de l'entrepreneuriat, qui sortent du foyer, et il était temps, ils étaient très contents, et qui entreprennent, je pense aux Bahamas, et qui entreprennent aussi en Afrique et au Congo. Et moi, j'ai vraiment envie, à travers cet événement ce week-end, d'encourager toutes les femmes, parce qu'elles sont capables, elles sont pleines de talent, et elles arrivent vraiment à faire en sorte que le modèle économique décolle. Donc, vive l'entrepreneuriat féminin, et vive l'entrepreneuriat féminin au Congo. Ok. Et la deuxième et la dernière, la culture est-elle un facteur de développement d'un pays? La culture, c'est fondamental. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet vraiment d'ouvrir la tête, d'ouvrir les univers et de faire en sorte qu'on se rencontre les uns les autres. C'est super important de découvrir. Moi, je suis d'origine colombienne, j'ai découvert la culture française et ça m'a beaucoup nourri. Et ça ne fait pas pour autant que j'oublie ma culture colombienne, qui est très riche et qui est très importante pour moi et qui me permet d'apprendre réellement d'où je viens et qui me donne un peu plus de force et de fierté. Et je pense que la culture, c'est vraiment un espèce de fondement entre les différents États, entre les différents pays, pour pouvoir vraiment créer la paix réellement. Je pense que la culture, c'est le meilleur ambassadeur de paix actuellement. Merci Sakina. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci pour le témoignage de Madame Sakina Elsa qui était très inspirant. Donc en fait, Sakina, elle a souhaité venir aujourd'hui, mais elle est à l'Espagne. Et voilà, donc je la représente. Elle est vraiment désolée, en tout cas. Et merci encore pour m'avoir invité. J'ai oublié ma perruque. On fera ça, c'est pas grave. En tout cas, je pense que c'est un exemple très enrichissant pour l'ensemble de la communauté féminine. Je pense aussi aux hommes qui sont représentés ici également. Et du coup, je pense que vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Et j'aimerais reposer la question. Si quelqu'un pourrait me dire aujourd'hui quelle serait la bonne définition pour l'entrepreneuriat au féminin.
Oui, bonsoir, bonsoir ou bonjour, je ne sais même pas quelle heure il est. Je suis donc Anazad Amjad, je suis sociologue en développement personnel comme il a été annoncé. Je suis aussi l'auteur du livre Génération Caméléon et je me suis mise à mon compte moi-même donc, pour accompagner les adolescents qui sont en décrochage scolaire et en tension familiale, mais aussi les adultes qui sont en perte de repères et en quête de sens dans ce monde qui est en perpétuelle évolution et transformation, et notamment d'un point de vue de la profession, justement. Et moi, si j'ai voulu me mettre à mon compte, c'est pour 3 raisons essentielles. Déjà, d'une, parce qu'aujourd'hui, de trouver du travail dans cette société en tant que salarié, mais surtout parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais touché un plafond de verre, et très certainement parce que d'une, je suis une femme, de deux, peut-être aussi parce que je suis d'origine. En tous les cas, c'est une réalité qui existe, le plafond de verre, et le fait de se mettre à son compte, c'est une manière aussi de briser ce plafond de verre-là. Et puis la troisième chose, c'est aussi pour moi-même m'épanouir en fait dans ma vie professionnelle, parce que le projet que je portais, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, c'est-à-dire d'aider les autres, d'aider ces adolescents ou ces adultes en mal-être, et c'est vraiment en fait de trouver du sens dans ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que je recherche avant en fait l'aspect financier, qui n'est pas négligeable, hein, parce que bien sûr il faut faire des business plans et avoir une activité qui est rentable, mais avant tout, en tout cas, moi je pense en tant que femme, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, qui ait du sens pour moi et qui puisse aussi être utile à la société. Voilà moi comment je vois l'entrepreneuriat au féminin. Bravo. Merci. Je sais que C'est très difficile. Oui, bonjour, moi Plus fort. je m'appelle Salifa Ouledi, mais comme tout le monde le sait, ici on prend le nom du mari. Donc je suis Salifa Youssouf. Donc je gère qui est Oulangadour depuis bientôt 9 ans et demi. Entre parenthèses, pour tous ceux qui sont là, nous les invitons au mois de fin mars pour la fête des 10 ans. Et donc c'est quelque chose moi aussi qui me tenait à cœur, hein, parce que quand je parlais des Comores, quand j'étais à l'école, parce que j'ai fait presque depuis la 5e en France, les gens me demandaient comment c'est où. Donc j'étais en train de dire dans l'océan Indien, entre le canal de Mozambique. Donc j'étais en train tout le temps de faire ma petite géographie. Hein. Donc je voulais faire connaître les Comores. Et je voulais surtout vendre les Comores. Que ceux qui ont des hôtels aux Comores n'ont pas du tout besoin de nous. Hein. C'est l'habitant lambda qui a besoin d'avoir un petit peu de ressources, hein, disons-le, parce qu'on a découvert que dans un pays comme le nôtre, maintenant on nous dit le pétrole, hein, espérons qu'on va le voir, mais pour l'instant nous n'avons que nos plages, que les beaux paysages de notre pays à faire découvrir. Donc comment intéresser qui n'ont pas du tout envie d'aller aux Comores pour aller juste dans les hôtels, mais les intéresser à aller chez l'habitant, aller découvrir la vie de tout Comorien, c'est-à-dire essayer de vendre ce qu'on appelle l'écotourisme, le tourisme vert. Donc je me suis dit, il n'y avait pas beaucoup de gens qui vendaient ce genre de voyage. Donc je me suis dit, c'était peut-être une occasion d'où le nom Oulangadour. Hein. Donc tout Comorien, le nom Oulanga peut lui parler. Donc
j'ai décidé d'ouvrir cette agence de voyage. On m'a dit ça sera très difficile, madame, pour ouvrir une agence de voyage en France, c'est pas de la rigolade. J'ai dit qui ne tente rien à rien. Voilà, d'où est partie mon idée d'ouvrir l'agence de voyage. Qui ne tente rien à rien. Je le dis pour toute la jeunesse qui nous écoute, qu'il faut persévérer dans ce genre de choses. Les 2 premières années, c'était une galère. Parce qu'il n'y avait pas de salaire, mais ce qui comptait, c'est de pouvoir tenir le temps que tout le monde nous connaisse, le temps que les gens nous fassent. Donc il a fallu tenir 2 ans avant que les gens répondent. Et il faut oublier le temps où les gens disaient « Ah, les Comores ne s'aiment pas, les Comoriens ne s'aiment pas », c'est pas vrai. Si je suis là, c'est grâce aux Comoriens, qui ont tous répondu. La jeunesse, les femmes comme moi, disons-le sincèrement, qui ont voulu montrer que nous aussi. Mais bon, maintenant, je n'ai plus ni homme ni femme. Ce sont des clients comoriens qui sont là, tous les jours. Donc voilà, nous espérons que vous allez venir beaucoup nous voir, que nous allons faire découvrir les Comores à tout, parce que notre richesse, ça va être les Comores, ça va être le tourisme. Il faut que tout le monde comprenne que la richesse des Comores, maintenant, ça sera le tourisme. Donc, si nous sommes là en tant qu'agent de voyage, si nous proposons les maisons qui sont fermées aux Comores, où tout le monde est ici, mais la maison elle est là-bas, elle est fermée, quelqu'un pourra avoir la possibilité de louer sa maison qui est là-bas, et une fois sur place, ils pouvaient venir faire à manger, ou des jardiniers, pour entretenir, ça fera travailler un petit peu tout le monde. Voilà, donc ça c'était mon idée d'entreprendre, ça fait 9 ans et demi, et venez nous voir le mois de mars pour fêter nos 10 ans. Merci. Bonsoir, donc moi c'est Mariama, donc créatrice et gérante de la maison de l'Asie.com. Donc je suis plus jeune créatrice que Mawadi. Donc ça fait 3 ans que je me suis lancée et matriculée officiellement l'année dernière parce que j'étais suivie moi dans un incubateur. Ce que je fais moi, c'est je démarche des entreprises aux Comores qui proposent des produits autour de l'épicerie fine et des produits de bien-être et soins. Et l'idée, c'est de les revendre ici. Donc j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont dit c'est très compliqué, et effectivement c'est très compliqué parce qu'on a 4 I qui ne sont pas organisés pour justement ce type d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut se lancer dans ce genre d'entreprise, donc on va à Rungis, en tout cas quand on est en France, et on rencontre énormément de fournisseurs. Au Comores, il n'y a pas ça. Donc il faut démarcher à l'unité, donc on va aller là-bas et puis prendre le taxi et demander est-ce qu'il y a des gens. Les entreprises que j'ai rencontrées, quand on disait effectivement entreprendre au féminin, c'est des femmes. Effectivement, il y a énormément de femmes qui entreprennent, qui ont ouvert des entreprises diverses et variées. Et l'idée ici, effectivement, c'est de les valoriser, c'est aussi de faire comprendre aux gens de la diaspora qu'ils arrêtent de dire qu'il n'y a rien en Comores. Parce qu'il y a énormément de potentiel, il y a énormément de produits, il n'y a pas que les langues et la vanille, il y a d'autres produits qui ne sont pas mis en avant et que moi, quand je vais dans les salons chez mes confrères d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, je vois certains produits qui sont très très bien mis en avant, qui travaillent avec des grands chefs cuisiniers. Et je trouve dommage que nous, ces produits-là de chez nous, ne sont pas reconnus par des professionnels. Donc là, en théorie, c'est la gastronomie haut de gamme et moyenne gamme, et qu'on ne valorise pas nous-mêmes, en fait, nos propres produits. Donc quand les gens découvrent, oui, effectivement, c'est valorisant, parce que d'autres pays africains ont l'huile de karité par exemple, et c'est extrêmement bien vendu ici, extrêmement bien développé, extrêmement bien montré positivement. C'est à nous aussi, aux gens de la diaspora, de se dire que nous avons des produits, que nous avons à être fiers aussi de ce que nous avons, et c'est à nous justement de montrer aux autres personnes qui ne connaissent pas nos produits que nos produits sont de qualité. Et en fait, c'était finalement l'idée
qui m'a amené à finalement me dire bon, je vais tenter l'aventure aussi parce que c'était un peu le ras-le-bol de se dire pourquoi les autres ils y arrivent et nous on n'arrive pas alors qu'on a quasiment les mêmes produits et de meilleure qualité. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lélie Saïd-Solli. Je suis cofondatrice du collectif Préparateurs Comores et surtout présidente de l'association Gola que j'ai créée cette année pour la défense et la promotion de la femme comorienne, des femmes comoriennes. Donc je suis une militante et mon approche, mon point de vue sur l'aspect entrepreneurial, surtout afro-entrepreneuriat, c'est que pour moi l'entrepreneuriat est féminin. Il est féminin d'essence. Je pense qu'il faut s'attaquer à pas mal d'idées reçues. Il faut savoir que les femmes entreprennent plus que les hommes, en tout cas en contexte africain, et que les femmes africaines sont celles qui entreprennent le plus au monde, dans tous les continents confondus, pour plusieurs raisons, notamment le fait que dans beaucoup d'économies africaines, c'est le secteur informel qui est le secteur premier, et c'est vrai qu'en tant que femme, la chose la plus accessible quand on doit nourrir sa famille et se nourrir soi-même, c'est d'ouvrir un commerce. C'est donc ouvrir une activité marchande de biens ou de services, de produits ou de services. Donc ça c'est un premier point. Il faut que parfois on a l'impression que traditionnellement, en tout cas dans le contexte africain, les femmes restent à la maison. C'est pas le cas. Je pense que ça a été dit. L'entrepreneuriat est d'abord féminin dans le contexte africain et dans le contexte comorien, ça se modifie beaucoup, comme vos expériences le montrent bien. Et comme Anazat l'a précisé, il y a une autre raison. Donc, le secteur informel est très important, donc c'est la première carrière la plus accessible, c'est celle-là, mais aussi pour celles qui font carrière, quand il y a des obstacles à l'entrée dans le marché du travail, je pense à de la discrimination de genre dans les carrières publiques et privées, que ce soit en contexte français et là en contexte comorien, ça peut arriver d'avoir des barrières à l'éducation ou des barrières à l'entrée au travail. L'éducation, je relativise un petit peu parce que normalement le taux de scolarisation des femmes et des hommes comores maintenant il est quasiment égal, voire même supérieur pour les femmes, mais une fois qu'elles ont le diplôme, souvent après le mariage, après le bac, il y a un arrêt net au niveau de la carrière et il faut mettre la priorité sur la partie personnelle de la vie. Donc on a des femmes qui sont diplômées mais qui malheureusement ne sont pas autant représentées dans le monde du travail pour diverses raisons sociales. Donc parce qu'il y a un secteur informel, parce qu'il y a des barrières à l'entrée du monde du travail salarié, donc encore pas dans le privé et dans le public, les femmes ont recours le plus souvent au secteur marchand, à l'entrepreneuriat. C'est ce qui permet de nous nourrir, ce qui permet de nourrir nos familles, de s'occuper de patrimoine, parce que dans le contexte comorien, comme l'a évoqué Ismaël tout à l'heure, en tout cas en Comores, l'héritage, la transmission patrimoniale se fait par la femme, des biens immobiliers, donc tout ce qui est terrain, etc. Donc on retrouve les femmes dans ce secteur-là. Donc c'est un facteur d'émancipation. En fait, c'est ça. La conclusion, là où je veux venir, c'est que pour moi, quand on me demande en tant que militante comorienne, qu'est-ce que représente l'entrepreneuriat pour les femmes comoriennes, ce que je dis, c'est qu'effectivement, c'est un vecteur d'émancipation, c'est un vecteur aussi de prospérité familiale, et que un des objectifs qui serait bon d'atteindre, c'est une plus grande reconnaissance de ce travail-là, qui crée énormément de richesses. Mais comme il est très souvent dans le secteur informel, que très souvent ça reste précaire, quand je dis précaire, c'est-à-dire que c'est souvent quelques heures par semaine, ou une difficulté notamment pour retrouver beaucoup de femmes dans tout ce qui est très petite entreprise, dans le microcrédit, et dès qu'il faut passer un petit peu à l'étape supérieure, avoir un plus grand marché ou industrialiser un petit peu plus l'activité, elle se heurte à d'autres obstacles, des mêmes obstacles qu'on retrouve dans le monde du travail, et ce qui fait qu'on retrouvera des hommes plus facilement dès qu'on parle de grands groupes, qu'on parle d'activités entrepreneuriales de grande ampleur, et moins de femmes. Donc il serait bon en tout cas qu'on puisse accompagner ces femmes dans le fait qu'elles puissent faire grandir leur activité et qu'elles grandissent avec elles et qu'elles puissent avoir une reconnaissance à la fois sociale, professionnelle, financière, qui est proportionnelle aux efforts qui sont portés
dans cette activité-là qui porte vraiment plusieurs familles, plusieurs milliers de familles et l'économie comorienne. Moi, je vais juste rajouter un truc, à entreprendre de nos jours, c'est du courage aussi. Un peu de courage, et aussi c'est une forme de liberté, je pense aussi. Parce que moi, j'ai la chance de travailler avec Sakina, qui est ma soeur, qui est une femme, donc c'est ma chef. Donc quand je suis là, quand j'ai un travail, c'est ma chef, vous comprenez? C'est pas ma soeur. Donc du coup, mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle a l'écoute. Et je pense que les femmes, pourquoi elles écoutent en fait? Quand vous dirigez une entreprise, on peut plus dialoguer, donner des idées. Alors que l'homme, lui, c'est tout droit. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors que vous, il est plus à l'écoute. Du coup, ça qui est votre force aussi. Et aussi, c'est plus économique aussi. Au niveau financier, vous êtes plus économe. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a de la comptabilité, voilà, de la gestion, et tout ça, qui est business plan et tout. Et avec Sakina, il m'a dit, mais attention, on ne prend pas trop de risques. Parce que demain, il faut payer les salariés, il faut payer. Voilà. Du coup, il y a ce côté aussi, vous prenez des risques et même réfléchis. Je pense que les femmes sont plus réfléchies que les hommes là-dessus. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plus de réussite dans l'entrepreneuriat chez les femmes que chez les hommes. Il y a moins d'entreprises qui ferment en fait, à mon avis. Je pense que faudrait qu'on regarde dans les études, mais je pense qu'il y a moins d'entreprises qui ferment de nos jours chez les femmes que chez les hommes. Parce que vous faites vraiment attention à l'économie, à la gestion financière. Bon, voilà. Je pense que j'en pensais. Vous, est-ce que vous, au niveau des finances, est-ce que vous vérifiez chaque jour vos états de votre compte? Est-ce que vous êtes très. Voilà. J'aurais posé une de vos questions à vous. C'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites attention à l'argent? Voilà. Je peux répondre à une question. C'est important. C'est l'argent, non? C'est des gens qui viennent acheter des billets, donc c'est l'argent. Donc c'est tous les soirs. Est-ce que vous faites attention, genre, est-ce que vous. Chaque jour, parce que moi, en fait, quand on fait plein de trésorerie, je veux dire, voilà, vous allez au bout de maintenant. En fait, chaque jour, on fait plein de trésorerie. Parce que vous savez, on a des salariés, il y a des finances à faire. Et des fois, on est obligé de regarder un euro. Est-ce que vous, par exemple, vous, quand vous faites votre bilan de la journée, est-ce que vous avez peur? Comment vous gérez l'argent en fait? Est-ce que vous gérez l'argent? Comment ça se passe? Je crois que déjà, les femmes, comment elles gèrent l'argent. Ouais. Par contre, en tout cas moi par rapport à mon expérience, la grande différence peut-être, c'est le défaut de la qualité peut-être, c'est-à-dire qu'effectivement beaucoup vont faire très attention mais peut-être trop. Et du coup, peut-être prendre moins de risques et ne pas avoir une vision de développement avec des gros chiffres. Ce que je me suis rendu compte, par exemple, c'est que les hommes parlent facilement de millions, tandis que les femmes, on va être plutôt notre petit budget, en fait, on va avoir, il y a quand même ce qui est ancré dans la société et qui quelque part déstabilise les femmes, c'est-à-dire ce manque de confiance en nous. Qui fait qu'on va toujours en fait voir les choses en petit, alors qu'un du coup c'est pas un problème pour lui de parler avec des gros chiffres et c'est peut-être ce qui, en tout cas moi au départ, pour avoir aussi été dans des associations de femmes entrepreneurs, c'est vraiment ça aussi qu'elle nous disait, c'est-à-dire d'avoir véritablement de l'ambition et de parler aussi en gros chiffres. Et moi, quand je parle en millions, les gens me regardent en me disant « mais elle n'est pas bien en fait ». Et alors qu'un homme, quand il va parler en millions d'euros, lui, ça ne dérange personne. Et ça, peut-être, voilà, ça va être le défaut de la qualité, d'être, peut-être de ne pas prendre trop de risques. Et donc, moi, de mon côté, il ne faut pas avoir peur du chiffre. Il ne faut pas avoir peur du chiffre. Mais peut-être que la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme va privilégier ce qui est important d'abord. Est-ce que ça, voilà, c'est privilégier ce qui est important. Est-ce que ça va nous rapporter quelque chose? Est-ce que c'est important pour ce que je fais? Alors que peut-être l'homme dira, bon, on va faire ça en plus pour mon frère. Enfin, vous m'excusez,
père et mari qui est là, mais on aime bien, enfin, on n'est pas très modéré, dans l'utilisation de l'argent. Alors que la femme va chercher à savoir d'abord si c'est utile, et si c'est utile, est-ce que c'est utile dans l'immédiat ou après, ça n'a pas d'importance, mais est-ce que c'est vraiment utile? Donc c'est peut-être ça la différence entre l'homme et la femme. C'est d'abord voir la nécessité avant de se lancer. Moi, je dirais pour rebondir à ce qu'elle a dit Anasa. Effectivement, je trouve que les femmes, on a ce manque de confiance en nous. Et c'est quelque chose qui se travaille. Hein. Moi, j'ai que 36 ans. Et avant de me lancer, j'ai mis presque, ça fait depuis l'âge de 25 ans que je me dis que je me lance. Et il m'a fallu presque 10 ans en fait. Parce qu'il y avait plein de barrières qui se mettaient, plein de préjugés, plein d'éducation aussi, où la femme comorienne, elle doit être modeste. Et cette modestie-là, finalement, on peut ouvrir un petit commerce. Voilà, on peut ouvrir un petit commerce, mais dès le moment où on se dit non, moi je ne veux pas être petit, pourquoi la collègue avec qui je vis en France métropolitaine a quand même réussi à ouvrir une entreprise qui est devenue une PME qui a 50, 60, 70 personnes, moi je dois ouvrir un petit commerce. Et ça, il m'a fallu 10 ans pour me dire non, il faut y aller. Et c'est une chose que je vois, parce que moi je suis de Mayotte, avec d'autres sœurs, des belles sœurs qui ont ouvert leur commerce et qui sont, pareil, moins ambitieuses. Et quand je vois deux commerces à peu près similaires ouverts par un homme et une femme, c'est absolument pas le même départ et le même arrivée. Bon, après c'est vrai que c'est pas pareil, mais c'est vrai que j'ai remarqué que les hommes ont cette tendance, ont cette confiance en eux, et je pense que c'est une éducation aussi qu'on nous a inculquée, que les garçons peuvent en fait expérimenter énormément de choses depuis qu'ils sont petits, alors que nous les filles, on doit être les petites princesses, etc. etc. Ce qui fait qu'en grandissant, on a cette chose-là en nous, on n'ose pas y aller, et quand on y va à petits pas. Au lieu de se dire, j'y vais, je casse tout, et on a peur de rien. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, justement, les barrières que l'on se met. C'est vrai que les femmes, c'est souvent pour se lancer, ah oui mais d'abord il faut un site internet, ah oui mais en fait il faut la plaquette, ah oui mais en fait il faut d'abord quand même que je trouve quelques clients, etc., etc. Il manque toujours quelque chose pour se lancer chez les femmes. Et c'est ça, moi je trouve aussi la grande différence avec les hommes, c'est-à-dire que eux, même s'il n'y a rien de visible, ils n'ont pas peur en fait de se lancer, même sans plaquette, sans site internet, juste avec l'idée du projet. Et ça revient à ce qu'on disait là, effectivement, ce manque de confiance en nous, où à chaque fois il faut que ce soit balisé impérativement, qu'on ait tout ce qu'il faut, toute l'armada autour de nous pour pouvoir se lancer. Ce qui fait qu'on perd du temps, énormément de temps et des années, comme tu disais là justement. Juste te poser une question, est-ce que quelqu'un, parce que là on a trop parlé du manque de confiance des femmes comoriennes par rapport à leur modestie, par rapport à la complication notamment à accéder à des structures de financement pour développer leurs entreprises, mais est-ce que vous avez une idée ici en France du montant que les femmes mettent pour justement lancer leur entreprise? Une fourchette par exemple, mais en général, en moyenne. Moi, je vais juste conclure et faire la condition avec ta question, sur le point de vue de l'argent, il y a le fait de voir petit, le manque de confiance qui est internalisé, mais il y a aussi énormément d'idées reçues qui sont appliquées aux femmes, qui font qu'une femme qui va avoir un crédit, qui aura un prêt pour son entreprise, va avoir un montant de celui d'un homme, parce
on a cette idée-là que bon, c'est pas trop ce qu'elle fait, ou les femmes sont dépensières, ou de toute façon, une carrière dans l'entrepreneuriat demande énormément de sacrifices. Elle a ses enfants, elle mettra toujours ses enfants en avant. Donc il y a aussi ces barrières-là sociales, c'est-à-dire que même celles d'entre nous qui n'ont pas ce manque de confiance en elles vont trouver en face des personnes qui leur appliquent ces préjugés-là féminins. Et donc par rapport à même le capital de départ pour se lancer, moi je n'ai pas de fourchette spécifique par rapport à ça, mais je sais que ça sera beaucoup plus compliqué de décrocher un prêt, que ce soit personnel de la famille, parce que faire confiance à une femme en disant je te donne mon argent, etc., c'est quand même... alors qu'on sait, en tout cas les organisations internationales qui font du microcrédit dans les pays du Sud et dans le continent africain notamment, sur les femmes, parce qu'ils savent que quand une femme, on lui donne de l'argent et qu'elle arrive à faire une activité et qu'elle s'en sort, elle sort de la pauvreté, elle et sa famille. Il y a un côté communautaire, elle élève son foyer et autour d'elle, elle entraîne avec elle. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les hommes, qui est le moins le cas, qui est moins vrai pour les hommes. Bon, moi je vais parler surtout du côté là où nous vivons, ici en France. Hein. Il faut dire que l'entrepreneuriat au féminin est très aidé. Très aidé. Il suffit d'être... moi, la personne qui m'a aidé, c'est parce que j'étais une femme. Hein. Je lui ai dit, j'ai envie de me lancer dans ce métier. Jusqu'à maintenant, il n'y a que des femmes dans mes compatriotes. Hein. Il n'y a que des hommes. Et j'ai envie de tenter. On m'a dit que ce n'était pas possible. Il a suffi que je dise ce mot-là. Pour que la personne a dit, bon, on va leur montrer. Donc je veux dire que les femmes sont beaucoup aidées ici. Ce qui est prêt, la femme, on lui fait beaucoup plus confiance par ce qu'on appelle ici maintenant l'égalité homme-femme. On essaie de rétrécir un petit peu cet écart entre l'homme et la femme, ce qui fait qu'ici en France, la femme, elle est vraiment beaucoup aidée dans l'entrepreneuriat. Peut-être que chez nous, comment on va moins, si j'y vais avec mon mari, peut-être on va privilégier mon mari que moi, mais ici en France, ça c'est l'inverse. Par contre, c'est vrai qu'il y a énormément d'associations, énormément de structures qui accompagnent les femmes ici en France. Après, d'un point de vue financier, là peut-être c'est un peu différent. Il n'y a pas forcément de très gros montants, en tout cas moi pour l'expérience que j'ai vécue, qui nous sont accordés. Peut-être qu'il y a certains montants, mais encore une fois, c'est toujours lié à cette ambition où un homme, on va voir qu'il va parler effectivement en millions et va se développer plus rapidement dans l'idée reçue. Que la femme, elle va avoir ce petit commerce, cette petite structure, et on va prêter quand même des montants qui sont moins importants, je trouve, qu'on va prêter aux hommes. Par contre, il faut dire que c'est vrai que le montant est pas un gros montant, mais là, on fait plus confiance aux femmes pour un prix qu'à un homme. Ça, c'est sûr. On fait plus confiance à une femme qu'à un homme. En fait, au niveau des banques, à la banque, c'est qu'une femme va rembourser, c'est certain. Mais ça, un gros montant, 1 million d'euros, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont voir une banque pour 1 million d'euros. Par contre, il y a de plus en plus de banques qui font confiance à une femme pour 15, 20, 30, 40, 50, mais ils prêtent. Vous comprenez pas? Parce qu'on sait que voilà, il y a de plus en plus de prêts là-dessus, mais au niveau des grosses sommes, c'est sûr qu'on va dire qu'on fait plus confiance à un homme, c'est vrai pour des grosses sommes, mais il y en a moins. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont demander à une banque des millions d'euros. Ouais. Donc voilà, c'est mon avis en tout cas. Il y a Ishma qui va aussi réagir parce qu'elle est dans l'entrepreneuriat, elle anime, mais elle a sans doute un mot aussi à dire sur l'entrepreneuriat au féminin. Alors, une petite parenthèse en fait, c'est vrai que l'entrepreneuriat au féminin, en fait, ça commence déjà à la maison, dans les foyers. Et il y a un autre point moi, que j'aimerais... ce serait pas mal qu'on puisse rebondir sur un autre point, parce que, en fait, en termes d'organisation de l'entrepreneuriat féminin,
en France, par exemple. Parce qu'aux Comores, on se rend compte que depuis, on va dire, entre 2008 et 2010, on a vu énormément d'associations. En fait, il y a des femmes qui s'organisent individuellement, qui s'organisent de manière associative aussi. Et depuis 2008, elles ont commencé en fait à constituer des espèces de plateformes, voilà, pour pouvoir, s'élever encore plus haut, pour pouvoir justement parvenir à avoir des prêts, aussi des banques. Aujourd'hui, il y a une plateforme nationale comorienne de femmes entrepreneurs de l'océan Indien. On y retrouve des femmes qui sont productrices de vanille, d'ylang-ylang, de plein de choses en fait. Parce que quand on regarde bien, notamment nous qui allons aux Comores pour la première fois, là, ce qui nous impressionne toujours, c'est de voir qu'il y a tous les wababa qui sont sur la place publique, les jeunes qui sont en train de jouer, les jeunes filles sont absentes, mais par contre on accompagne nos grands-mères au champ le matin, et le matin ça commence à 5h du matin aux Comores. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, comme moi, qu'il fallait se lever vraiment tôt. Après on retrouve les mamans pour manger le soir, et nos mères aussi tiennent des boutiques, des petites boutiques. Donc, on dit qu'elles n'ont pas été à l'école, mais en fait elles ont été à l'école parce qu'elles ont appris l'arabe, elles le lisent, elles l'écrivent également. Elles parlent comorien. Alors, pas nécessairement dans les campagnes françaises, mais c'est de plus en plus, on va dire, visible hein, que ces femmes aujourd'hui, en tout cas, vont à l'école, mais ça reste quand même les hommes qui sont le plus souvent envoyés à l'école. Mais en termes d'entrepreneuriat, en tout cas, les femmes aux Comores sont déjà beaucoup plus en avance que les femmes comoriennes ici en France. Mais ça commence à changer avec cette génération-là qui arrive. Et pour les mamans qui sont ici, peut-être qu'il y a 10 ans, elles avaient peut-être des commerces au pays. Arrivées ici, elles ont mis ça de côté. Donc, ma parenthèse était longue, mais elle est refermée. Alors, Ijda, vas-y, une petite réaction, parce que toi aussi, tu es dans ce milieu de l'entrepreneuriat. Alors moi, par rapport à ce qui a été dit, que je trouve très pertinent, c'est la réalité du marché aujourd'hui. L'entrepreneuriat au féminin, je l'ai dit au départ, par rapport à la définition de l'entrepreneuriat tout court, mais l'entrepreneuriat au féminin, c'est la création de valeur, le développement économique, mais qui est porté par les femmes. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes entreprennent, comme le disait tout à l'heure notre Aujourd'hui, beaucoup de femmes entreprennent parce que justement elles se retrouvent confrontées à des difficultés au niveau du salariat et c'est pour justement pouvoir avoir un épanouissement dans leur travail qu'elles commencent à entreprendre, et aussi pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ce qui n'est pas toujours très bien sûr au niveau du salariat. Par exemple, j'ai un problème avec, je ne suis pas encore mère, hein, mais j'ai un problème avec mon fils qui est à l'école, donc il faut que je m'absente parce que c'est urgent. Donc il faut que je demande des autorisations à la RH, il faut que je prévienne par-ci par-là. Alors que en tant qu'entrepreneur, c'est la gestion de leur planning, c'est la gestion de leur business. Ils peuvent se dire, ce temps, je peux le récupérer sur un autre temps. Donc aujourd'hui, c'est également l'émancipation. Je ne sais plus c'est qui allait parler du mot émancipation. C'est l'émancipation, mais dans le domaine du travail. On peut parler d'émancipation pour différentes choses, mais dans le secteur du travail, l'émancipation de la femme, ça passe aussi par l'entrepreneuriat. On a un petit peu avancé dans le débat, et j'aimerais résumer, notamment par rapport à tout ce qui a été dit. Présente, surtout sur le territoire africain, 24% de l'entrepreneuriat, 24% pour les femmes qui sont en âge de travailler. Je parle du 15, 25, etc. 24% des femmes sur le territoire africain sont porteurs de création d'entreprises. Et en termes de chiffres encore, elles représentent à elles seules 14% du PIB du continent africain. C'est énorme comparé à tout le reste. Et c'est pour ça d'ailleurs que je salue aujourd'hui nos entrepreneurs présents, parce que c'est du développement économique. Quand on parle économie, on ne pense pas en premier lieu aux femmes. On pense plus aux hommes, et c'est toujours l'homme qui est mis en avant dans tout ce qui est entreprise, tout ce qui est travail. Je parle notamment maintenant des stigmatismes, des stéréotypes qu'on associe aux femmes. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas négligeable. Quand on voit
quand on voit des femmes qui se lèvent le matin et qui se disent non, moi je veux rien à faire parce que j'ai été instruite, j'ai les capacités, j'ai les compétences pour pouvoir le faire, c'est énorme. Aujourd'hui, je posais la question tout à l'heure sur combien de femmes, enfin combien d'euros notamment, les femmes débutent pour leur affaire. Sur le territoire français, c'est 4 000 euros. C'est 4 000 euros. Avec 4 000 euros, les femmes créent leur entreprise. Je ne sais pas si quelqu'un réalise la proportion que cela représente. 4 000 euros, c'est à peu près le salaire d'un cadre. Un salaire mensuel, si je ne me trompe. C'est ça. Donc, ce n'est pas énorme. Aussi, parce qu'on parlait aussi notamment du rapport argent homme-femme. Aujourd'hui, on remarque, c'est vrai, qu'au niveau bancaire, les femmes, lorsqu'ils vont déposer un dossier, le dossier, il est structuré sur le strict minimum. Moi, je veux ça parce que c'est ça qui va me servir. Alors que les hommes, ils vont des hommes conséquents, parce que c'est ça qui va leur permettre aussi de gagner des parts de marché. Et il faudrait en parler parce que c'est ce que vous disiez. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a besoin d'être timide et de ne pas dire les choses et de ne pas voir plus grand. Maintenant, aussi, on encourage aussi les femmes aujourd'hui à s'ouvrir et à avoir plus loin pour le développement de leur entreprise. Ça n'a aucun impact à mon point de vue aujourd'hui de se dire parce que je suis une femme, je ne peux pas accéder à plus loin, je ne peux pas visionner une entreprise plus grande d'envergure internationale, pourquoi pas, parce que je suis une femme. Il y a beaucoup de femmes qui entreprennent. Merci beaucoup. On peut nous applaudir. Est-ce que on va prendre 2 questions. Est-ce que déjà il y a ne serait-ce qu'une seule question? Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ok, alors on va donner la parole à chacun des intervenants. Pour conclure, on va commencer par Mariama qui est pressée. Alors. Oui, désolé, j'ai mon chauffeur qui est arrivé quand je change mon centre. Donc, en résumé, ce que je dirais, c'est entreprendre dans tout le monde. Enfin, j'aimerais quand même souligner, tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est vraiment une démarche personnelle. C'est aussi de se dire, est-ce que je suis prêt ou prête à accepter les coûts, parce que c'est vraiment pas évident. Mais on peut aussi entreprendre dans l'entreprise où on travaille. C'est-à-dire aller vers ses responsables, aller vers les dirigeants de l'entreprise où on travaille. Et faire des propositions pour les aider à grandir. Et nous, derrière, on grandit aussi. On peut changer les postes. Et effectivement, quand on parle d'entreprendre au féminin, on pense tout de suite « Ah, je vais ouvrir mon entreprise ». C'est quand même quelque chose qui doit se réfléchir. C'est pas juste de dire je quitte mon boulot et je fais. Et donc en conclusion, là, pour ce que j'ai entendu du débat, pour les jeunes filles ou les jeunes femmes qui veulent se lancer, allez-y, foncez, que ce soit dans le cadre en créer sa propre activité commerciale. Parce que de toute façon, les grands sont tombés à plusieurs reprises. Hein. Les Google et compagnie, ils n'ont pas créé du jour au lendemain leur entreprise. Ils en ont fait 5, 6, 7 avant qu'une entreprise émerge. Donc il y a la place pour tout le monde, il n'y a pas de concurrence, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Merci. Oui, moi, pour conclure de mon côté, d'après tout ce que j'ai entendu là, et je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Ismaël, c'est que la femme, pour revenir plus près de nous, c'est-à-dire la femme comorienne, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent ici sans qu'elles s'en rendent compte. C'est les tontines, ce qu'on appelle les cotisations. Il y a des femmes qui construisent aux Comores grâce à des cotisations. Quand
aussi au niveau de l'Afrique, beaucoup de choses changent. Les petits entrepreneuriats au féminin en Afrique, hein, ça vient des cantines. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une vingtaine, une trentaine de femmes qui cotisent, qui donnent à une, elle va ouvrir sa petite société. Je suis dans une association sénégalaise, donc je sais très bien comment ça se passe, parce qu'elles en parlent souvent. Et grâce à ces cotisations, à ces cantines, il y a beaucoup de femmes qui font des choses au Comores. Donc elles entreprennent d'une façon ou d'une autre. Donc ce que je voulais dire pour conclure à toute notre jeunesse, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre et surtout bien étudier son dossier, monter son dossier. On peut demander beaucoup d'argent dans ce pays. Moi, pour ouvrir mon agence de voyage, j'avais besoin de 150 000 euros. 150 000 euros. Pour ouvrir une agence de voyage en France, il fallait 150 000 euros il y a 10 ans. Maintenant, c'est 200 000 euros. Donc, j'ai pu avoir cette aide. Donc, on peut, si le dossier est bien ficelé, si vous montrez surtout que vous voulez faire quelque chose et que vous êtes capable de faire cette chose, avec un plan business bien ficelé, vous pouvez. Il ne faut pas avoir peur. On peut avoir beaucoup d'argent. Voilà. Donc moi, pour conclure, en fait, je dirais que l'entrepreneuriat au féminin, il faut savoir bien s'organiser. Parce que c'est une réalité, il faut savoir aussi vraiment pouvoir jongler entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Surtout quand on démarre souvent de chez soi. Et donc, on a parfois les enfants à la maison, le conjoint, etc. Donc, entre deux, il faut faire tourner la machine, etc. Donc, il faut vraiment bien s'organiser pour pouvoir essayer de s'octroyer du temps pour sa vie professionnelle. Pour l'aspect financier, moi, ça a été un autre cas, donc je dirais qu'il faut quand même avoir une sécurité financière. Il faut quand même avoir mis, en tout cas pour certains, de l'argent de côté, parce qu'il faut savoir que votre entreprise ne va pas décoller du jour au lendemain. C'est entre 2 et 3 ans avant que ça commence à démarrer, donc il faut quand même avoir cette sécurité financière. Et puis nous les femmes, peut-être contrairement aux hommes, et c'est en train de se développer, on est moins réseau. Et il faut être réseau, c'est-à-dire qu'il faut s'entraider entre nous. Donc il y a IJDA, donc son association qui aide les entrepreneurs et c'est au féminin, et donc ça c'est très important. Il faut intégrer des structures justement de réseau et surtout se recommander les unes les autres. Alors moi je conclurai sur 2 points. Tout à l'heure on a évoqué le fait que l'entrepreneuriat c'est la liberté. Je pense que la liberté c'est de pouvoir choisir si on veut une carrière dans l'entrepreneuriat ou si on veut une carrière dans le salariat. Pour l'instant, il y a, comme je disais, il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui poussent les femmes vers l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas forcément par vocation. Donc je pense qu'il y a une responsabilité au niveau du public, au niveau des institutions, au niveau des États, que ce soit en France ou aux Comores, de mettre en place les conditions nécessaires pour que les femmes aient le choix, se dirigent par vocation vers l'une ou l'autre de ces carrières. Et donc, on disait aussi tout à l'heure que l'entrepreneuriat c'était aussi émancipateur, il y avait une fonction d'émancipation chez les femmes, et je pense qu'elle serait encore plus accrue si effectivement elle se faisait dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec le choix. Avec le choix, et moi, toute ma vie, je me battrai pour que les femmes puissent avoir le choix de l'un ou de l'autre, voire des deux. Moi, en conclusion, c'est que je demande à tous là de venir au stand acheter pour encourager les femmes à l'entrepreneuriat, c'est bien les quoi, les encourager. Donc voilà, c'est ça, c'est pour nous on soit des clients pour eux. Pour résister, il faut qu'il y ait des clients. Donc on compte sur vous, d'accord? En tout cas, pour compter sur vous ou pas? Ouais! Ok, alors voilà, venez nous encourager ce qu'il faut. Voilà. Et merci encore et bravo, parce que comme dit, c'est une liberté, mais il faut beaucoup de courage. Voilà. Merci à vous tous aujourd'hui présents. Moi, pour conclure, donc moi j'ai trouvé ce débat très intéressant et très enrichissant.
Heureusement aujourd'hui, par la disponibilité des formations, par des formations bien cadrées, aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui entreprennent et je nous félicite femmes qui entreprennent parce qu'ils ont un projet entrepreneurial. C'est très important parce qu'ils ont eu des compétences de par leur formation. Ils sortent de l'école et ils se disent « moi je crée ma boîte ». D'autres créent par d'autres raisons, mais il y a quand même un bon pourcentage qui créent leurs entreprises, en l'occurrence en France. Aux Comores ou encore en Afrique, c'est encore compliqué parce qu'on passe encore sur tout ce qui est informel, mais c'est très très important de le souligner qu'aujourd'hui on a quand même ce choix et cette liberté de dire je crée ma boîte parce que j'ai acquis la compétence et que je peux le faire. L'autre chose, c'est ce que vous avez tous dit. Je pense que il faut aujourd'hui ne pas se voiler la face et se dire c'est simple, notamment par rapport au réseau, parce qu'on le voit aujourd'hui, hein, les hommes quand ils vont dans des réseaux, ce n'est pas pour faire figuration, c'est pour faire des affaires. Les femmes quand on va dans des réseaux, quand on va dans des événements, c'est pour se mettre en valeur. Non, j'ai une entreprise, je vais dans un réseau professionnel. Hein. Pourquoi ne pas faire des affaires en tant que femme? Je m'arrêterai là et je vous laisserai réfléchir. Je cherche le bon micro, c'était... Surtout. Merci beaucoup à toutes. Hein. On peut les applaudir.